les trois panélistes sur la scène, j'aimerais prendre un instant pour établir la connexion avec Monsieur Golobieski. Est-ce que l'équipe technique pourrait, s'il vous plaît, établir la connexion? Monsieur Golobieski, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je pense que vous m'entendez également. Est-ce qu'il y a un écho? Non, ça fonctionne, pas de souci. Aucun problème. Je vais vous présenter. Vous pourrez ensuite procéder à votre présentation et je vous poserai quelques questions. Maciej Golubieski, qui est directeur de cabinet du commissaire pour l'agriculture Janusz Wojciechowski de la Commission européenne, donc, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Il a également un diplôme de l'université Wash et de Tom Hobson. Monsieur Golubieski a été conseiller principal de la République de Pologne de 2012 à 2019. Je sais que vous avez peu de temps et que vous devez nous quitter à midi, ce qui explique que je vous donne la parole en premier, avant de la donner aux autres membres du panel. Vous pouvez peut-être procéder à vos quelques remarques d'introduction et je vous poserai les questions ensuite, Maciej. Oui, merci beaucoup. C'est une question extrêmement importante et je pense que ma prédécesseure a également planté le décor pour l'ensemble de mes remarques. Lorsque nous parlons d'une transformation du système alimentaire, nous devons nous assurer que l'Union européenne travaille avec l'ensemble des États membres. Bien sûr, il y a un certain nombre de questions au sujet de la forme que prendrait une politique intégrée dans le domaine agricole. Mais je pense que la réponse est assez facile. Nous devons nous assurer que nous disposons des produits dont nous avons besoin en respectant l'environnement. Où en sommes-nous? La stratégie de la fourche à la fourchette est le modèle que nous avions mis en place à l'époque pour la transformation du système alimentaire. Bien sûr, il y a également la politique agricole commune, politico-agricole commune, qui est la partie, le volet agricole de cette transformation du système agricole. Nous savons où nous en étions il y a peu. Nous avions la politique agricole commune et la stratégie de la fourche à la fourchette, et il y avait un certain nombre de divergences sur lesquelles nous devions travailler. Ce que nous faisons pour le moment. Les États membres ont également partagé un certain nombre d'espaces de discussion et dialogué les uns avec les autres. On a transféré une grosse partie de la responsabilité de la mise en œuvre aux États membres. Cela découle d'accords qui ont été passés entre les États membres. Les États membres ont donc la responsabilité de mettre en œuvre la politique agricole commune par le biais de leurs plans nationaux stratégiques. Et ce à quoi ils travaillent pour le moment, c'est leur rôle, c'est leur responsabilité. L'intégration des États membres dans cette perspective européenne par le biais de cette stratégie de la fourche à la fourchette et de cette législation de la politique agricole commune était un très bon compromis selon moi. Nous devons également comprendre et garder à l'esprit que, tout d'abord, lorsque nous approuvons les plans stratégiques nationaux, nous ayons une vraie connexion entre les fonds et les objectifs de la stratégie et de la politique. Lorsque vous lisez la stratégie de la fourche à la fourchette, vous voyez qu'il y a un certain nombre de spécificités en termes d'objectifs et nous nous sommes pensés en détail là-dessus avec mon équipe. Il faut donc qu'il y ait une véritable cohérence avec la politique agricole commune. Mais même si on tient uniquement compte de la stratégie de la fourche à la fourchette, on constate qu'il y a un certain nombre de critères précis qui affirment qu'il y aura des évaluations, qu'il faut tenir compte du contexte de chacun des pays
qu'il y aura des rapports qui seront dressés pour pouvoir évoluer à l'avenir. Et j'aimerais également inclure en cela l'évaluation de la stratégie pour la biodiversité. Voilà donc pour le contexte, voilà le cadre dans lequel nous travaillons. Lorsque nous évaluons les plans stratégiques pour la politique agricole commune dressés par les États membres, voilà tout ce dont nous tenons compte. Et d'ici fin mars, normalement, ces plans devraient nous être envoyés. Voilà pour la relation entre l'Union européenne et les différents États membres. Est-ce que je peux vous interrompre, s'il vous plaît, Madjay, juste pour creuser un petit peu la stratégie de la fourche à la fourchette, il y a bien sûr cette crise ukrainienne qui porte ombre sur le Forum pour l'agriculture 2022. Lors du Conseil, votre commissaire a affirmé que si la sécurité alimentaire était en danger, il faudrait se repencher sur les objectifs de la stratégie de la fourche à la fourchette et les corriger. Comment répondriez-vous à ça? Dans la stratégie de la fourche à la fourchette, à proprement parler, on peut lire qu'il y aura une évaluation des impacts sur la sécurité alimentaire, peu importe la crise dont on entend parler. Forcément, il y a une crise pour le moment, il y a également une crise lors de la pandémie de la Covid-19. Nous devons nous assurer que, à mesure que nous avançons dans la concrétisation de nos objectifs de la stratégie de la fourche à la fourchette, nous devons également tenir compte des objectifs sur le court terme et sur le moyen terme. Mais aussi sur le long terme. Nous devons continuer, bien sûr, à répondre aux besoins urgents. Et on le voit très bien dans le cadre de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, car cela va nous mettre dans une position particulièrement difficile, notamment en termes d'énergie et de denrées alimentaires. On reçoit par exemple énormément de maïs d'Ukraine. Il faut donc nous adopter, lorsque nous traversons une crise, adapter quelque peu nos mesures. Mais je ne pense pas que l'on veuille rejeter la stratégie de la fourche à la fourchette. Elle a été rédigée et elle permet la flexibilité nécessaire pour nous assurer que nous continuerons tout en tenant compte des pénuries directes à court terme. On y travaille donc. On travaille à une communication qui devrait normalement partir d'ici la fin du mois et dans le cadre de laquelle nous reprendrons notre vision de la stratégie pour la fourche à la fourchette. Votre communication pourrait être retardée en raison de l'évolution de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Non, normalement, elle devrait être publiée pour le 23. Parfait, merci beaucoup, Maciej. Merci pour la précision. Vous avez dit que les fortes fluctuations des prix en Europe en raison de la situation en Ukraine rendent la situation particulièrement difficile. Que prévoit de faire la Commission pour éviter et pour pallier ces fortes fluctuations, notamment pour le blé, les engrais? Alors je ne peux pas vous parler d'actions concrètes pour le moment, car nous y travaillons encore. Le commissaire entend utiliser ou prévoit d'utiliser différents outils à notre disposition, pas simplement liés directement à la crise, mais tout type d'aide. Nous discutons par exemple d'utiliser la réserve de crise, des stocks également constitués pour des situations de crise. Lors du dernier conseil, on en a également parlé. On doit veiller à davantage de productivité de notre côté au niveau européen. Il y a donc différentes solutions possibles, notamment en termes d'aide publique des États. Il y aura également des éléments plus spécifiques pour les agriculteurs, pour les aider à soutenir le coût de leurs intrants. Il y a donc toute une variété, toute une multitude de possibilités. Des solutions qui pourraient être utilisées, qui seront utilisées, surtout pour résoudre la situation des prix de l'énergie, qui ont bien sûr un impact énorme sur le travail des agriculteurs. Merci beaucoup, Maciej. Je pense que l'on parlera un autre jour de l'énergie. Niall Curley, qui était là un petit peu plus tôt aujourd'hui, qui est conseiller à la Copa Cogeca, a posé une question ici à l'écran.
En temps de crise, faut-il continuer à réduire la quantité de terre utilisée pour la production de ressources alors que nous essayons de progresser en matière de souveraineté alimentaire? Faut-il vraiment, en temps de crise, nous concentrer sur l'environnement alors qu'il y a un vrai problème de sécurité alimentaire? Les deux ne sont-ils pas contradictoires? Est-ce que vous pouvez peut-être répondre à cela en tenant compte également de l'aspect de la souveraineté énergétique? Oui, 2 millions d'hectares de terres qui pourraient être mis de côté. Je ne dis pas qu'ils ne le seront, mais qu'ils pourraient l'être. Et nous discutons également de planter des protéines végétales sur certaines de ces terres. Ce sont des discussions viables, normales, logiques, qui ont été annoncées par mon commissaire et par la présidence française, et qui ont lieu au moment même où je vous parle. Mais il faut garder le sens des perspectives. Il y a premièrement notre orientation générale, il faut que nous gardions à l'esprit nos objectifs climatiques, que nous ne les perdions pas de vue, mais comme je vous l'ai dit, il pourrait y avoir un certain nombre d'ajustements. Et nous nous y intéressons, nous les gardons eux aussi à l'esprit pour veiller à ce que la production soit résiliente sur le long terme. Et quand prendrez-vous une décision à ce sujet, Mathieu? Plus tôt que vous ne le pensiez, nous travaillons d'arrache-pied à ces différentes solutions. J'aimerais également prendre une question de la salle. Mathieu devra bientôt nous quitter. Une question. Désolé, je ne vois pas avec le masque. On dirait Ariel Bruno. Bonjour Ariel. Ma question porte sur le débat ou sur la possibilité de suspension de l'ensemble de nos subventions de biocombustibles. Ça résoudrait directement la solution. Lorsqu'il y a ce type de discussion, malgré l'ensemble des discussions que nous continuons d'avoir, nous continuons à payer pour ces biocombustibles. Pensez-vous arrêter ces subventions pour les biocombustibles? Est-ce que vous souhaitez répondre, Mathieu? Oui. Alors tout d'abord, c'est un problème agricole, bien sûr. Nous avons le plan Fit for 55. Nous avons également revu les réglementations et nous aimerions limiter un certain nombre de subventions, du moins l'utilisation de subventions. Vous n'êtes pas le premier à me poser cette question. C'est une question qui tombe à point nommé. On me l'a même posée ce matin. Nous tenons compte de votre préoccupation. C'est quelque chose que nous continuons d'étudier. Et qu'on soit en situation de crise ou pas, on garde à l'esprit que la production agricole a une vocation alimentaire avant d'avoir une vocation énergétique. Nous en sommes bien conscients. Maciej Golubieski, merci beaucoup. Nous aurions aimé vous avoir parmi nous un petit peu plus longtemps, mais malheureusement, vous avez un agenda particulièrement chargé. Merci beaucoup d'avoir pris la parole. Merci beaucoup, merci à vous. Mesdames et messieurs, pour mes orateurs ici, pour le public en salle, nous allons accueillir sur scène Achim Erimescu, Zeno Piazzi et le professeur Peter Pickle. Et nous avons jusque midi 30 pour nos discussions. Veuillez vous asseoir. Je vais présenter nos membres du panel. Achim Erimescu, ministère plénipotentiaire pour la représentation de la Roumanie à l'Union européenne. Il a travaillé comme secrétaire d'État dans le département de l'agriculture. Achim connaît bien les cercles bruxellois. Il a travaillé comme diplomate ici à Bruxelles
depuis 1998, et ce dans différents domaines, notamment celui de la pêche et de l'agriculture, pour le gouvernement roumainien depuis 2007. Il a un doctorat en sciences économiques de l'Université de Bucarest. Nous rejoignons également aujourd'hui Zeno Piazzi, qui est agriculteur autrichien et vice-président de l'association Landenforstbetriebe en Autriche. Vous avez grandi dans une famille d'agriculteurs en Basse-Autriche et vous avez également un diplôme en analyse politique. Vous avez ensuite repris l'exploitation agricole de votre famille et vous êtes fermier de deuxième génération. Vous avez également été élu vice-président de l'association de représentation des agriculteurs en Autriche et vous représentez les intérêts des agriculteurs autrichiens. Et j'aimerais également accueillir Peter Pico, très chouette nom, qui a travaillé pour John Deere et qui gère également les relations externes chez John Deere. John Deere est également l'un des partenaires de ce forum. Monsieur Pickle, vous avez chez John Deere géré notamment la question d'innovation et vous avez également développé les recherches et le développement. En 2019, Peter est devenu professeur en interne de Kaiserslautern. Il a étudié l'ingénierie mécanique et s'est spécialisé à l'université de Berlin. Et vous avez également un doctorat du même campus, de la même université, sur les machines agricoles. Mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît accueillir ces trois membres du panel. So Achim, I'll start with you, as was the... Achim, comme Steven l'a fait pour son panel, j'aimerais que vous teniez l'un ou l'autre mot d'introduction avant que nous passions aux questions. Hier, vous avez également participé à un comité spécial sur l'agriculture où le commissaire a présenté les plans stratégiques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de cette réunion et du point de vue roumain? Merci beaucoup, Rose. Merci beaucoup également aux organisateurs de m'avoir invité. Tout le monde sera d'accord pour affirmer que les politiques environnementales européennes sont de bon ton. Tout le monde aimerait avoir un pacte vert. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. La situation en Ukraine nous le démontre très clairement. Il ne faut pas oublier que l'agriculture doit fournir des aliments durables, mais également garantir la sécurité alimentaire. C'est pour cela que nous nous sommes intéressés aux objectifs du pacte vert et à la stratégie de la fourche à la fourchette. Nous y trouvons énormément de solutions. Mais, car il y a encore un mais, les États membres doivent s'intéresser à la manière de résoudre les défis qui restent plus prégnants que jamais. Comment aborder les objectifs de la stratégie de la fourche à la fourchette? La Commission a annoncé hier que d'ici la fin du mois, une lettre serait envoyée aux États membres demandant leurs commentaires et leurs remarques, et ce, avant l'adoption des plans stratégiques par la grande majorité des États membres. L'envoi du plan stratégique était prévu pour le 1er janvier, mais certains États membres sont un petit peu en retard. Dans le plan stratégique, il faut donc aborder les principaux objectifs de la stratégie de la fourche à la fourchette. Vous le savez très bien, il nous faudra également adopter une législation. Pour être très clair avec vous et pour être totalement transparent, tout le monde n'a pas rempli sa part du travail. Mais pour vous donner le point de vue roumain, il y a déjà des différences en termes de réduction. Tout le monde n'a pas réduit les émissions comme il devrait le faire. Il y a des États membres qui
sont couverts à 70% par des forêts. Il y a donc forcément moins d'émissions de carbone que dans d'autres pays. Il y a donc une différence par nature entre les pays. Et il faudrait tenir compte de ces différences. Mais pour revenir à la stratégie et aux plans nationaux, tous les États membres n'ont pas parlé de pourcentage de réduction. Il faudra à tout prix mettre en place une réglementation qui oblige l'édiction de tel pourcentage. Mais tous les États membres ont un programme. Les États membres ont donc présenté des programmes environnementaux. Oui, car c'est obligatoire. Il y a les SMR et l'éco-conditionnalité. Il faut dépasser ce seuil d'éco-conditionnalité pour protéger l'environnement. Et ça, c'est notamment l'une des obligations du pacte vert. En Roumanie, nous avons donc augmenté le budget des paiements directs pour les éco-programmes. Et, sur papier du moins, nous voulons également mettre en place 2 éco-programmes pour nous adresser directement à la situation des petits agriculteurs. Si vous prenez la Roumanie, 70% de la production vient des petits agriculteurs qui sont assez vertueux, car ils n'ont pas d'argent pour acheter les pesticides. Mais nous devons également traiter la question des grandes exploitations qui ont, et ça ne fait aucun doute, ce dont elles ont besoin pour améliorer leurs pratiques. Merci beaucoup, Arim. Merci pour ces quelques commentaires d'introduction. Il va falloir donner la parole aux autres panélistes également. En tant qu'agriculteur, Zeno Piatti, vous êtes un agriculteur biologique autrichien et on sait que l'Autriche est le fer de lance de l'agriculture biologique. Je pense que 26% de vos exploitations agricoles en Autriche sont déjà des exploitations biologiques. S'il vous plaît, quel est votre point de vue en ce qui concerne cette transformation du système alimentaire en tant qu'agriculteur? En tant que société, nous faisons face à un certain nombre de défis environnementaux. Et pour surmonter ces défis environnementaux, nous devons avoir le plus grand nombre de mains tendues possible. Nous, en tant qu'agriculteurs, travaillons cette terre, vivons sur ces terres. Et nous en avons donc plus conscience que personne d'autre. Mais les politiques qui ont été mises en place ne produisent pas leurs fruits et nous ne pouvons donc pas améliorer la situation. Si une stratégie de la fourche à la fourchette qui fonctionne, si vous voulez un pacte vert qui fonctionne, si vous voulez toute autre législation qui fonctionne, il faut nous payer pour que nous puissions continuer à gagner notre vie. Nous avons une certaine puissance dans les négociations en termes de demande, mais également en termes d'approvisionnement. À titre d'exemple, depuis 1995, il y a eu une augmentation de 65% de prix des machines agricoles et une augmentation du prix des intrants, mais pas de nos revenus. Faites le calcul vous-même. Ça ne nous paye plus. Nous ne gagnons plus notre vie. Il faut donc que nous reconcevions cette chaîne d'approvisionnement, que nous redéfinissions la position des agriculteurs. Bien sûr, nous voulons voir les prix augmenter. Il va y avoir une augmentation des prix de denrées alimentaires. Mais la question que nous devons dès lors nous poser est la suivante. La société est-elle prête à payer davantage? Il faut y réfléchir. Il faut également payer des services d'écosystème. Le pacte vert est très important pour les agriculteurs. Nous allons dépendre de la biodiversité, nous allons dépendre de la stabilité climatique. Et pour le moment, nous ne sommes pas payés suffisamment. Quand on parle de réorienter 80% des fonds pour des mesures environnementales, cela ne suffit pas. Nous n'avons pas suffisamment d'argent. Il faudrait augmenter le budget initial. Ce débat est, pardonnez-moi l'expression, un petit peu naïf. Puis, vous avez des syndicats agricoles qui battent le pavé,
qui demande à ce que le pacte vert soit postposé, mais nous n'avons pas ce luxe. La biodiversité disparaît. Il y a également énormément de discussions au sujet de la politique agricole commune. Les discussions ont le mérite d'exister, mais il y a maintenant des problèmes de distribution des éco-programmes qui vont dans tous les sens et une vraie distorsion du marché. Il y a également des exploitations agricoles petites et plus grandes qui fonctionnent dans des contextes totalement différents. Et on ne peut pas tous les considérer sur un même pied d'égalité. Si vous ne voyez pas de problème, je vais donner la parole à votre collègue, professeur Peter Pickle, et je reviendrai vers vous pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Du point de vue de John Deere, et vous avez parlé lors du repas d'hier soir, comment, du point de vue industriel, John Deere joue-t-elle un rôle pour cette agriculture de précision 4.0 ? Comment les entreprises qui fabriquent des machines agricoles telles que celle-là pensent-elles ? Merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais commencer par une présentation. Vous avez parlé d'industrie 4.0. J'aimerais vous en donner une définition. Nous devons traiter chaque plante comme un individu. Et je vous parle ici d'une agriculture de terre arable. Chaque plante, chaque végétal doit donc être protégé, doit être géré de manière respectueuse lorsque l'on parle de pesticides, lorsque l'on parle d'approvisionnement en eau et d'engrais. Il faut donc maximiser nos résultats et nos récoltes en prenant soin de ces récoltes. Voilà exactement ce que l'on parle, ce que l'on veut dire par agriculture 4.0. Je ne sais pas combien de temps cela prendra encore, mais cette ambition sera un jour concrétisée. Cette vision sera concrétisée. Nous voulons donc produire en consommant moins. Nous voulons fermer le cercle nutritionnel, de nutriments plutôt. Nous voulons également jeter les bases de la traçabilité et d'une production efficace. Et ceci étant dit, si nous concrétisons cette vision, nous arriverons à protéger et à sauvegarder notre biodiversité. Nous contribuerons également à la sécurité alimentaire. Voilà ce que je pourrais vous dire quant à la vision des industriels. Et l'agriculture de précision, oui, bien sûr, c'est un aspect de l'agriculture 4.0. Nous voulons contrôler tout de manière très précise, de manière très autonome et automatisée. L'agriculture de précision n'est qu'une pièce du puzzle de la transformation numérique. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, si quelqu'un en ligne a des questions, je n'en vois pas sur mon écran pour le moment. Est-ce qu'il y a des personnes qui, dans la salle, ont des questions? Oui, il y a ici un représentant du conseil danois, du conseil des agriculteurs danois. Est-ce que vous pouvez lui amener un micro, s'il vous plaît? Il arrive. Un instant, s'il vous plaît. And perhaps state your name and who. Donnez-nous notre nom et qui doit répondre à la question. Merci beaucoup. Alors, je suis au Conseil d'agriculture danoise à Bruxelles. Une question pour M. Irimescu. On a parlé du mot naïf. Nous parlons de la transformation des systèmes alimentaires et nous parlons du budget de l'UE qui représente 19%, y compris les fonds de la prochaine génération qui font l'objet de discussions, à savoir s'ils vont être permanents ou pas. Est-ce qu'on peut toujours parler de la PAC comme étant la politique principale de l'UE, alors que sur le plan budgétaire, la discussion de plus grande ampleur a lieu, les discussions sur les fonds mutuels pour la défense et l'énergie, ou est-ce que il faudrait plutôt regarder au-delà de la PAC
pour cette transformation verte, les sources du marché, lorsqu'il s'agit de l'agriculture carbone ou les sources d'autres parties du budget de l'UE pour certaines des choses dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci. C'est une très bonne question. Il s'agit d'argent, surtout. Nous avons du budget, mais maintenant nous demandons beaucoup plus. Les agriculteurs doivent livrer plus pour moins, mais ce n'est pas possible, car si vous regardez l'agriculture numérique avec sans gros investissements, vous ne pouvez pas respecter les nouvelles normes très élevées. Si vous regardez tous les objectifs de la fourche à la fourchette, sans la contribution de l'ensemble de la chaîne alimentaire, ce n'est pas possible. Parce que si nous demandons aux consommateurs, ils disent oui, nous souhaiterions avoir l'alimentation verte, mais est-ce qu'ils sont prêts à payer? Car c'est ça la question. En Autriche, nous avons beaucoup de produits organiques, mais on dit, bon, le marché n'est pas exigeant. C'est très compliqué pour les agriculteurs de satisfaire les besoins avec un budget réduit. Ici, comme vous avez dit, il faut mettre en place le système d'homologation pour ce genre d'agriculture. Il y a toujours beaucoup de travail à faire, mais le secteur privé devrait contribuer. Il faut payer les agriculteurs pour produire l'alimentation durable et sécurisée. Donc il faut contribuer, faire face à l'augmentation de la faim de par le monde. C'est très important. Nous avons eu ce débat dans le conseil informel à propos des produits qui viennent de la Russie et de l'Ukraine. La Commission dit, nous avons de la nourriture ici en Europe, mais il faut se tourner vers des pays tiers, l'Afrique, l'Amérique du Nord et d'autres États qui dépendent de notre nourriture. Donc c'est compliqué de produire plus avec moins d'argent. Il faut trouver la solution ici. On verra ce qui se passera à long terme avec l'augmentation des prix. Mais les agriculteurs ont une bataille dure en Europe. Nous avons non seulement l'Espagne et le Portugal, mais aussi la Roumanie à la sécheresse. Troisième année, nous avons eu le Covid et les agriculteurs sont très résistent, mais c'est très compliqué pour les agriculteurs de répondre à ces normes élevées sans le soutien de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Merci. Zena, voulez-vous intervenir concernant la naïveté du débat? Vous pourrez peut-être étoffer cela un petit peu. Oui. Encore. On a parlé de points essentiels. Lorsqu'on redirige le financement PAC, nous irons sur la bonne voie, mais les choses seront bien. Mais ce n'est pas le cas. D'abord, ce n'est pas assez d'argent. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous aurons suffisamment d'argent dans le CFE? Nous avons un problème avec la logique d'intervention pour les agri-mesures. Nous ne pouvons pas payer les coûts d'opportunité. Alors, comme les marchés ne payent pas, ou c'est misérable, nous n'avons que ces paiements assez bas. Alors, il faut changer cela. On dit, bon, maintenant, nous avons des éco-plans qui nous permettent de dévier de cette logique. Mais lorsque vous parlez des ministères, ils disent, nous n'osons pas suivre cette voie car nous ne savons pas quelle sera la réaction de la Commission. Donc je pense qu'il faut aussi changer la manière dont nous payons les agriculteurs. C'est essentiel. Et de votre point de vue, de votre ferme, j'ai parlé de quelqu'un qui vient de... Vous venez de reprendre la ferme de la famille en tant que jeune agriculteur. Comment est-ce que vous changez les choses? Quelle est votre vision pour l'avenir? Est-ce que c'est soutenable, durable? Est-ce que vous avez une prime sur l'investissement pour votre produit?
L'Autriche, bien sûr, a un secteur organique assez élevé, mais que cela représente vis-à-vis des consommateurs. D'abord, est-ce que c'est durable? Bon, c'est très difficile à dire, mais je crains que je devrais dire non, pour plusieurs raisons. Par exemple aussi, nous avons les prix de l'alimentation organique qui était le double des prix conventionnels, mais je suis obligée d'investir dans des machines plus lourdes, plus grandes, de nouvelles technologies, et pour pouvoir survivre et rester à la surface, je dois marginaliser la biodiversité, la qualité, et ce sont des mécanismes qui me font mal. Mais je voudrais aussi survivre, évidemment, au bout de compte. Alors, les perspectives, pour moi, la stratégie, c'est de rester du côté plus durable de l'agriculture, car c'est là que j'attends des primes en matière de prix, mais pour ne pas perdre mes ressources et trouver des niches organiques. Le côté organique, c'était une niche avant, plus maintenant, mais sur le marché mondial, je ne vais pas survivre. Je vais passer la parole à Peter quelques instants. Cet investissement dans les machines, vous avez parlé de l'agriculture de précision. Je suppose que cela nécessiterait un certain investissement des agriculteurs. Est-ce que ce sera simplement une niche pour les gros agriculteurs orientés vers l'exportation? Est-ce que ce sera possible pour des petits fermiers en Roumanie, par exemple? Je pense que les agriculteurs doivent être payés et avoir accès au cash pour les investissements. Je pense que l'agriculture de précision est l'un des éléments clés si l'on veut devenir plus durable. Vos gouvernements, États membres, doivent tenir compte de cela. Il faut pouvoir avoir l'accès aux investissements. Il faut mettre en place des outils, des programmes comme le Fonds européen pour l'investissement. Ce sont des outils que les gouvernements dont ils disposent pour soutenir les agriculteurs et devrait être un de nos objectifs clairs, de permettre aux agriculteurs d'investir dans de nouvelles technologies plus durables. Merci, Peter. Je vais regarder mon écran. J'ai 2 questions. Alexa Mayabos. Les crédits éco qui seraient donnés pour la protection du biosystème, est-ce que ce serait une solution pour le système agricole? Cela marcherait de la même manière que le système de crédit carbone? Hakim et Zeno, qu'est-ce que vous en pensez? Cette idée des éco-crédits qui fonctionneraient de la même façon, est-ce que cela pourrait être mis en œuvre? Oui, mais le problème est que nous ne savons pas comment cela va fonctionner. C'est du travail en cours. Mais cela pourrait être une solution. Je dois trouver une solution pour les agriculteurs et voir quel serait l'impact, car nous demandons tout le temps à la Commission une évaluation d'impact, mais on vous dit qu'il n'y en a pas. Alors, pour la stratégie la fourchette, il y a plusieurs... rien n'a été produit, à part les évaluations d'impact par le GRC. Et certaines facultés, mais Alex a dit que c'est quelque chose qui pourrait marcher. Oui, parce qu'il faut trouver la solution et l'argent pour les agriculteurs. Alors, est-ce que les éco-crédits qui seraient donnés pour la protection du biosystème, est-ce que cela travaillerait de la même manière qu'un système de crédit carbone? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je ne connais pas le système d'éco-crédit, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la paperasse. Énorme. Déjà, avec la certification organique, nous souffrons de cela, mais théoriquement, pourquoi pas? Mais comment le mesurer? Comment l'évaluer? Combien est-ce que je peux influencer cela? Bon, moi, la question est un peu trop théorique. Merci beaucoup.
Question de Florence Buchholzer pour Peter Pickle. Avec la transition vers les numériques, est-ce que les agriculteurs risquent d'être coincés entre les coûts plus élevés, une capacité limitée pour obtenir des prix plus élevés, des demandes plus rigoureuses des sections en amont et en aval? Stephen connaît AutoCube, mais est-ce que vous comprenez la question, Peter? Les transitions vers des numériques. Alors, on sert les agriculteurs. Je reviens à ma question concernant l'investissement nécessaire du côté des agriculteurs. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Lorsque nous développons une technologie, nous faisons une étude très soignée de la valeur de la technologie. Nous faisons une analyse profonde de la valeur pour le client. Et je pense que nos compétiteurs, nos concurrents font la même chose. Donc, les technologies sur le marché qui nous convainquent que cela donne de la valeur aux clients. Nous voulons gagner de l'argent, bien sûr. Nous voulons vendre la technologie, c'est notre valeur, mais nous n'allons pas vendre quelque chose qui n'a pas de valeur pour le client. Donc, ces investissements vont toujours aider à faire en sorte que les revenus restent au même niveau, augmentent. Ça, c'est notre objectif toujours pour toutes les technologies. Y a-t-il d'autres questions de l'Assemblée, de la salle? J'ai une question ici. Troisième rang. Merci. Nous avons entendu parler des faits durs de ce que doivent faire les agriculteurs sur le plan des défis environnementaux et la situation là. Mais tout le monde s'est écarté de parler, a évité de parler de ce que nous avons eu au cours des 30 dernières années, de la science. Alors, il faut les bons micro-organismes dans le sol pour créer une terre plus fertile. Nous savons les premières étapes. Et dans les laboratoires, depuis 20 ans maintenant, il y a des plans très intéressants, mais personne n'ose prendre la décision. Cela semble être un point émotionnel, que la nature, c'est ce qui est là. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, la nature est là et la science analyse ce que c'est la nature et puis nous décidons comment l'améliorer. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu d'argument que les positions comportaient un risque pour l'environnement. C'est tout à fait dans l'autre sens. C'est peut-être le moment de soulever cette question à nouveau. Vous parlez des récoltes génétiquement modifiées. Pour la base, vous connaissez la plante et tous les micro-organismes de la nature. Nous savons ce que c'est avec le monde non vivant. Et ce n'est que récemment que nous commençons à le savoir, comme dans la médecine, comment l'agriculture fonctionne. C'est nécessaire, nous l'utilisons. Mais dans l'agriculture, enfin, nous l'utilisons dans la médecine, mais dans l'agriculture, il semble que personne n'ose en parler. Par exemple, la foresterie, il se rend compte que si vous voulez la reforestation, il faut des arbres qui poussent plus vite, et qui sont mieux adaptés au sol, mieux en harmonie avec les micro-organismes. Merci pour cela. Hakim, peut-être du point de vue de la Roumanie, un des pays qui avait des récoltes GMT, c'est un débat assez émotionnel, cette question de génétique, modification génétique. Sans le soutien de l'industrie, les agriculteurs ne vont jamais arriver à la transformation à temps.
Alors avant, s'agissant de la cultivation, les agriculteurs étaient très heureux car la production était 4 fois mieux par hectare, très bon profit, très bonne récolte, mais en rejoignant l'UE, on a dû laisser tomber. Donc l'idée, vous le savez très bien, car les États-Unis continuent, pas uniquement les États-Unis continuent à l'utiliser, les agriculteurs demandent une nouvelle technique génomique, mais ici nous avons le problème avec la Cour de justice qui met ces techniques GMO dans le même panier. Mais c'est différent selon nos chercheurs. À mon avis, il faut profiter des techniques génomiques. Lorsque la France nous a invités à l'Institut Ryan en France, ils nous ont montré une nouvelle mise en œuvre de ces techniques. Ils ont pu arriver à un seul pesticide pour protéger les raisins. Donc, il faut profiter de cette recherche. C'était un vignoble dans la région de Strasbourg au début de février. Merci. Je suis Hélène Moreau du comité des régions. J'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des règles de l'autorité, des autorités régionales dans la transformation du système alimentaire? Car vous n'avez parlé que l'UE et des États membres. Je voudrais souligner que dans beaucoup d'États membres, il y a des autorités régionales de gestion qui élaborent et qui mettent en œuvre la PAC. Alors, dans l'introduction, on a dit que le problème est qu'il n'y a pas de lien entre la PAC et la stratégie, la fourche à la fourchette. Et je voudrais vous rappeler que le comité des régions est la seule institution de l'UE qui a adopté cette résolution en 2018, c'est-à-dire une proposition d'inclure les cibles fourche à la fourchette comme cible obligatoire à réaliser dans le cadre de la PAC. Donc, les régions sont prêtes à établir ce lien entre la PAC et la stratégie fourche à la fourchette. On a déjà dit que il y a beaucoup d'initiatives locales pour promouvoir cette transformation, mais ce n'est pas bien coordonné au niveau de l'UE. Je pense que les États membres n'ont pas pu décider de transformer le système et peut-être cela devrait être un processus du haut vers le bas. Du bas vers le haut, pardon. Hakim, le rôle du comité des régions dans le processus décisionnel. Comment faire en sorte que les voix des régions puissent participer dans le débat sur la transformation du système alimentaire. Ils ont joué un grand rôle au début du processus. Si nous regardons l'environnement, parler d'un rôle très important à attribuer à la production locale, car il s'agit d'une empreinte carbone plus petite et nous pouvons avoir des produits meilleurs qui ne peuvent pas arriver sur le marché plus grand. Les autorités régionales ont donc un rôle très important à jouer, à notre avis, et ici aussi, NUCAP devrait être impliqué aussi dans la mesure du possible, car si vous regardez la Roumanie qui produit la viande d'agneau, si j'ai bien compris, mais c'est bizarre de faire venir cette viande de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. La Roumanie
à 4000 hectares de pâturage. Et la viande d'agneau est extraordinaire, donc il faut mieux voir comment promouvoir la production locale. Merci. Nous n'avons plus de temps maintenant. Je vais remercier mes panélistes, Madame Geneviève France, Monsieur Mathieu Golowiecki en ligne, Jimmy Lemesco, Pianci et le professeur Peter Pickle. Je vous remercie beaucoup pour cette discussion. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant